voir la parcelle habituelle. On va voir comment a survécu le blé dans la rivière. Et tant qu'on est à côté du colza, on va regarder un petit peu. Donc là, on est dans le colza Strip-Till. Alors pareil, j'aime bien montrer les parcelles qui sont historiquement assez mauvaises. Celles-là qui sont assez compliquées, elle est toujours en rendement entre 25 et 50% inférieur des autres. Le tournesol qui était avant le blé, par exemple, avait fait 14 quintaux ici, quand le tournesol de cette grande parcelle là-bas avait fait 26, je crois. Et alors c'est pas des grandes parcelles là, ici ça inonde. Historiquement, j'avais de l'eau toujours en surface là-bas. Il y a une charge en pierre qui est très importante, et vraiment pas des petites, hein. Ça fait partie des petites, pour vous dire. Il y a vraiment des très gros trucs. Donc parcelle assez compliquée, mais voilà. Donc là, on est dans le colza 75. Donc j'ai effectué on va dire le mono-désherbage. Je suis passé avec du yellow l'autre jour. Donc ça va finir les petites graminées qui traînaient, ou les dicotes. Là, on voit qu'il y avait quelques petits gaillets. On peut regarder le sol en interrant d'ailleurs. Alors là, pour le coup, avant ce blé, donc le blé avait été semé au disque en précédent tournesol, et le tournesol c'était dans les mêmes. J'ai repris les mêmes lignes de Strip-Till. Donc c'est une parcelle, vous voyez, avec une grosse charge. Alors en plus des gros cailloux, en fait il y a aussi des petits. On voit que la structure de surface, excusez-moi ça à l'envers, mais s'améliore vraiment bien avec le temps, et il faut vraiment que j'évite d'y retoucher à des sols comme ça. Je vois qu'ils sont très bien améliorés. Le comportement de la parcelle s'est fortement amélioré là ces dernières années, donc je suis en bonne voie. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est plutôt après l'hymne de Strip-Till pour les hivers très humides. Je pense que là on a une perte de structure un peu. Donc si un jour je peux essayer avec un SD au disque, en direct au disque avec le monograine à voir. Le problème de ce moiradan, un champ comme ça, il y a tellement de pierres que quand on sort du champ, il y a une très grosse quantité de cailloux qui sont posés sur le sol. Le Strip-Till en sort, mais un peu moins, tous les 75 cm, et je passe le rouleau juste derrière. Alors vous voyez, c'est pas facile à traduire. C'est un colza. On a une perte de structure. Le passage de la dent, pour le coup, on déstructure de manière locale. Et là, on voit qu'ici, c'est plus bouillassou. Donc, c'est pas parfait. L'utilisation du Strip-Till, et il y a des levées de Sanve et de Ravenel qui ont été effectives, liées au passage de la dent. Hop. Ça vous donne des colzas comme ça qui sont tout à fait corrects. Donc pour rappel, on a un 19 grammes mètre carré. On a un bon diamètre de pivot. Donc là, je suis assez serein sur les champs comme ça. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On va regarder le blé qui est de l'autre côté de la route en précédent tournesol. Là, je vais volontairement vous montrer les zones les plus mauvaises sur la partie précédente tournesol. C'est-à-dire là, c'est une parcelle qui fait 7 ou 800 mètres de long. Elle fait 7 hectares, mais tout en longueur. Donc on va regarder dans les zones mauvaises, parce que dans les zones sans hydromorphie, il n'y a pas vraiment de soucis. Là, il y a bien 95% de la parcelle où c'est très bien levé, c'est comme ça. Voilà. Donc là, tout va bien, ça ne sert à rien de passer 10 minutes à regarder ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est les zones compliquées. Là, ça mouillasse tout le temps. Alors là, on n'a pas des grosses pluies, mais en fait, ça mouillasse régulièrement, et comme les sols sont complètement à saturation avec les 130 mm, l'eau a du mal à partir, et je commence à avoir un tout petit peu de perte de portance aussi, qui commence à arriver. Donc on va aller voir là-bas comment ça s'est comporté. Alors globalement, je pense que je vais avoir du blé quand même quasiment partout. Il va manquer une petite zone là-bas. Ici, ça sera clair, mais il y aura des racines. Là-bas, je pense qu'il n'y aura plus de blé. Et là, sur 3 mètres de large, peut-être. Mais c'est tout. Ça aurait pu être bien pire. On va regarder ça. D'ailleurs, je vous mettrai les extraits. Là, l'autre jour, j'ai fait une prise de vue quand il faisait soleil. C'était plus joli à voir. On va regarder le sol ici. Donc là, ici, ça fait partie des zones qui ont vu vraiment beaucoup d'eau. Alors, c'est historique, hein. À mon avis, on voit que le sol est lavé ici. Il y a une grosse charge en cailloux sur le sol, parce que pas mal de particules de terre qui étaient emmenées depuis
pas mal d'années, c'est-à-dire qu'on ne change pas l'évolution du sol, ça fait peut-être des centaines d'années que les sols sont travaillés ici et que de toute façon ça a régulièrement emmené de la terre et c'est pas un gars en 5-6 ans qui va changer grand chose. De toute façon je vais pas pouvoir amener de terre et on va voir ça réussit. Même moi à raviner un peu, c'est la première fois que je vois ça. Donc ça c'est la structure sous dans ces zones là qui sont quand même assez humides. On arrive à garder quelque chose d'à peu près correct. Bon là c'est tellement humide là qu'on peut faire le boudin dans des limons, c'est que c'est pas compliqué. Donc là ça donne ça. On voit que le blé avait réussi à marquer le rang à des endroits sous l'eau. Mais il y aura peut-être quelques pieds de blé mais ce sera pas énorme. Et là on voit que malgré tout, alors ça m'a pas fait de ravine qu'on peut voir dans pas mal de champs autour, mais on voit que ça a quand même continué à laver un tout petit peu le sol. Donc j'ai dû grandement diminuer l'effet de l'érosion hydrique. Alors de combien? Peut-être, je sais pas, peut-être 70%, je sais pas. Et quand on voit les cailloux comme ça en surface, on voit que ça a quand même lavé. On voit que le blé, il y a encore du blé là, qui est attaché. Ce qui sera peut-être bien, ce sera après le blé de venir charger avec des épandeurs de déchets verts là ici, de mettre un portée qui est peut-être quasiment 100 tonnes hectares sur ces l'équivalent de 100 tonnes hectares sur ces quelques mètres carrés tout le long ici. Alors que dans les zones inondées, je peux quand même marcher, je m'enfonce pas plus que ça fait des légères marques. Mais on voit que la portance au fond reste correcte. Ça fait de la boue sur les premiers centimètres. Mais le jour où l'eau sera retirée, je pourrais passer avec un tracteur, un pulvé ou de la fertie. Ça posera aucun souci. Je n'ai pas m'inquiéter sur le fait de m'enfoncer ou pas dans ces champs-là. Alors certes, dans ces zones-là, il y aura très peu de blé. Mais les interventions phytosanitaires et de fertilisation pourront être réalisées aux dates choisies et non aux dates subies par l'état du sol. Là, on va voir une autre culture qui est connue de beaucoup, mais pas pour moi. Je me l'étais, on va dire, un peu banni de l'assolement pour l'instant, puisque je me suis toujours interdit de faire de paille à la suite pour limiter les problèmes d'ensalissement et de résistance. C'est l'orge d'hiver, j'en avais fait il y a 6 ans et 7 ans. Elles avaient gelé à chaque fois, malgré un semis un peu après les blés. Donc du fin octobre, on va dire, fin octobre, quasiment début novembre. Et au printemps, elles avaient gelé dans le département. Il y avait eu des gros gelées d'ailleurs. Depuis 2-3 ans, il y a moins de soucis. Bon, voilà, en échangeant avec les collègues, j'ai réessayé. J'en ai pas très grand, j'en ai un peu moins de 10 hectares en 3 morceaux. On va regarder ce que ça donne. Au niveau précédent, alors là, on est dans une ancienne prairie permanente. Enfin, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas en prairie, donc autant j'arrive pas à obtenir de bons rendements pour l'instant ici. C'est une prairie qui était pas alimentée, on va dire, exploitée mais pas fertilisée. Donc là, le précédent, c'était mon métail févrole avec un peu de triticale. Donc pour le coup, il y a un peu de paille quand même. Et des repousses de févrole semi au disque. Alors c'est une structure assez particulière ici. Qui n'est pas représentatif forcément de cette parcelle et de l'exploitation. Les autres levées d'orge sont un peu moins jolies ou pas finies. Là, le semoir, il faut être pareil, c'est un semoir. Cette parcelle demande un réglage spécifique. Tous les outils s'enfoncent facilement, ça fait un peu comme de la moquette en surface. Là, enfin, ça fait... On va regarder, vous allez comprendre peut-être. C'est une structure relativement souple. Ça se défait très bien ici. Et donc quand on met un semoir, en fait, il rentre en terre. Donc il faut beaucoup le retenir. On va regarder la profondeur de semis réelle d'ailleurs de l'orge, même en retenant fortement le semoir. Alors pourquoi je fais assez peu d'orge aussi? Un peu comme le blé dur, je l'avais arrêté. Comme beaucoup de parcelles ont de l'hydromorphie, c'est des plantes qui n'aiment pas trop. Donc il y avait toujours des grosses pertes un peu partout dans les parcelles. Bon, on va dire que j'ai mal choisi mon année pour essayer ces cultures-là.
On doit être pas mal en profondeur de semis. On doit être à 1-2 cm, ce qui explique une meilleure régularité de levée peut-être. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Ça va bien se passer. Le glypho a été fait de toute façon. J'ai fait dans la même nuit toutes les parcelles. On va voir comment ça va évoluer. On fera le suivi, mais voilà, faut que je revoie un peu l'itinéraire technique de cette culture que je connais mal. Avec des réserves utiles faibles, il faudra peut-être que je privilégie peut-être un peu plus l'orge d'hiver que le blé tendre. Peut-être des variations plus faibles. À voir. Il faut que je me crée mes propres références locales sur mes parcelles avec mes attentes. Allez, on va voir autre chose. Là, on est dans une autre parcelle d'orge. Terrain plus dur. Donc le réglage du semoir doit être différent. Je crois qu'il y a des zones où il y a un peu plus de triticale, donc plus de paille par exemple. Et là, avec les mauvais broyages et répartitions de paille, pour vous montrer le gros défaut des semoirs à disque, c'est que partout où il y a de la paille, c'est rentré à force, les graines sont mises au milieu de la paille, donc dans un environnement pas du tout propice. Et on voit que là, il y a des grosses pertes de régularité de semis. On voit que les graines sont mises au milieu. Ça, c'est des choses que j'aime pas du tout. C'est pour ça qu'en temps normal, je privilégie la dent pour la qualité de semis et de levée. Vous voyez, on voit que la paille a été poussée comme ça avec les disques. Et là, ça fait pas de miracle. Il y a des effets d'allélopathie en plus. Dégradation de la paille, c'est vraiment pas super. Il y a des zones après un peu plus humides, donc une parcelle comme ça, je pense que ce sera un peu moins joli. Voilà, alors ça marque comme bien rang à des endroits, mais quand on regarde en précision, c'est pas le même. Le rendu est quand même pas le même. Bon, c'est des parcelles assez compliquées ici. Petites, toutes ces parcelles là qui font moins de 3 hectares, entourées de bois et de haies. Souvent dans les tours, on perd pas mal de potentiel de rendement. On va voir avec le temps. Alors ici par exemple où il y avait moins de résidus, vous voyez, il y a des lignes qui sont un peu meilleures, mais là c'est pas, on gagne pas forcément beaucoup en qualité. D'ailleurs, là il y avait peut-être pas de débris, là c'est des zones un peu plus humides où il n'y a pas de racines et on voit que ça pénalise autant quasiment que le reste.